Une maman qui dort paisiblement est réveillée par un bruit assourdissant de verre brisé. Mais sur le coup, elle pense qu'elle a simplement fait un cauchemar. Alors qu'elle sort de sa torpeur, sa fille, supposée être seule dans sa chambre, pousse un cri étouffé. La femme se précipite dans le couloir pour n'y voir que du sang et des morceaux de verre autour du lit de sa fille, qui gît là, sévèrement blessée. Qu'est-il arrivé à Céleste Manot ce soir-là? C'est exactement ce que je vais vous raconter. Installez-vous. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle affaire criminelle. Si vous n'y avez pas pensé, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste là, ça aide énormément. Et c'est parti pour notre affaire. Les débuts de relations amoureuses peuvent être intenses, entre besoin irrépressible d'être avec l'élu de son cœur, ou encore premier projet qu'on a fait à la va-vite, emporté par l'ivresse de la passion. Ce bonheur naissant, c'est celui que vit Chris Ridsdale, parce qu'il sort depuis quelques mois avec Céleste Manot, l'une de ses collègues et ex-cheerleader âgée de 23 ans. En 2020, les deux jeunes Australiens travaillent depuis un moment pour un centre d'appel de la société Serco, situé dans le quartier Mill Park, à Melbourne. Chris est directeur des opérations. Céleste, quant à elle, est chef d'équipe. C'est donc dans un cadre assez formel que leurs regards se sont croisés pour la première fois. Après leur rencontre initiale, ils sont d'abord devenus amis, avant de se découvrir des atomes crochus qui les ont poussés à faire évoluer les liens qui les unissaient, vers quelque chose de beaucoup plus intime. Il est peu de dire que chacun compte énormément pour l'autre, et ils envisagent de construire ensemble quelque chose de sérieux. C'est ainsi que le 15 novembre, ils décident d'officialiser leur relation, dans un premier temps virtuellement, par le biais de la publication d'une photo. Un beau cliché pris au Fitzroy Rooftop Bar, un endroit qui l'est tout autant, où le couple aime se rendre, notamment pour la vue particulièrement romantique qu'il offre sur la ville. Chris n'est pas très réseaux sociaux. Il a même une aversion pour ce nouveau compagnon digital qui nous accompagne partout. Mais ce n'est pas le cas de sa compagne, plus jeune que lui de quelques années. Céleste s'empresse de poster la photo qu'ils viennent de prendre sur son compte Instagram. Heureuse d'avoir franchi cette première étape, qui n'est qu'un début. En effet, elle compte présenter celui qu'elle aime à tout son entourage très prochainement, pendant la fête organisée pour son anniversaire, qui a lieu dans une semaine. C'est notamment l'occasion parfaite pour que Chris fasse connaissance avec Tony, le père de sa petite amie, séparé de sa mère depuis une dizaine d'années. Pour en revenir au moment présent, après leur rendez-vous, les tourtereaux se disent au revoir, déjà pressés de se retrouver. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'une tragédie s'apprête à leur voler toute possibilité d'avenir commun. Une perspective pourtant pleine de promesses. Eh oui, on se retrouve rarement dans une vidéo sur cette chaîne si tout se passe bien du début à la fin. Il n'y a que moi ou presque qui sort vivant des vidéos et franchement j'espère que ça va continuer comme ça, surtout pour moi. Quoi qu'il en soit, la soirée du 15 novembre 2020 se déroule comme toutes les autres pour Céleste. Elle vit à Mernda, une banlieue de Melbourne, avec sa mère, Adji Di Mauro, et son plus jeune frère, Alessandro, qui est momentanément absent. Il ne doit regagner le domicile familial que le lendemain. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, à 19 ans, c'est la première fois qu'il passe une nuit à l'extérieur. Cela dit, cela ne perturbe pas outre mesure sa mère et sa sœur. Parce qu'à l'heure du coucher, elles discutent et se souhaitent bonne nuit avant de s'endormir paisiblement, comme d'habitude. Mais peu avant 4 heures, alors que tout était calme dans le quartier jusque-là, Adji est brusquement réveillée par un fort bruit de verre brisé. Au départ, dans un état de semi-sommeil, elle pense qu'elle vient simplement de faire un cauchemar. Elle est dans le gaz, comme on dit, et peine à en sortir. Jusqu'à ce qu'elle entende une sorte de cri étouffé. Adji en est sûre, il s'agit de la voix de Céleste. Et à ce moment-là, elle prend conscience que tout ce qu'elle a entendu n'était pas le fruit de son imagination. Elle saisit l'urgence de la situation, ce qui la pousse à réagir rapidement, parce qu'elle sait déjà que sa fille a un problème, voire qu'elle est en danger. La mère en panique saute de son lit et court dans le couloir en criant son nom, lui demandant ce qu'il se passe avant même d'avoir atteint sa chambre. En y entrant, Adji réalise qu'il y a des morceaux de verre partout, ainsi qu'une grande quantité de sang. Mais elle ignore ce qui l'entoure pour se diriger vers le lit de Céleste. Elle la soulève pour essayer de la transporter dans une autre pièce, ce qui s'avère plus compliqué que prévu, parce qu'elle gît totalement inconsciente, pesant donc de tout son poids. Et déplacer un corps humain totalement désarticulé, cela demande une grande puissance physique. Adji persiste un temps,
refusant de lâcher sa fille, de peur qu'elle ne soit coupée par les bouts de verre qui se trouvent en nombre sur son lit. La mère de Céleste est en état de choc. Elle tente de lui faire reprendre connaissance par tout moyen, puis de la ranimer, sans y parvenir. Ce sont les secours, arrivés en trombe, qui poussent Hadji à prendre conscience qu'il n'y a plus rien à faire pour sa fille. On lui demande même de s'éloigner de son corps, en lui annonçant que sa chambre est à présent une scène de crime, parce qu'un couteau ensanglanté vient d'y être découvert. Une arme qui est probablement celle qui a été utilisée pour la poignarder un grand nombre de fois, dont une au niveau du cœur, une blessure des plus graves qui l'a tué sur le coup. Une attaque d'une extrême violence qui n'a duré en tout et pour tout que 2 minutes et 30 secondes. Un intrus a brisé la fenêtre de la chambre de Céleste pour s'y introduire et se jeter sur la jeune femme, toujours endormie, qui n'a eu aucune chance. Après lui avoir ôté la vie sauvagement, il a vraisemblablement pris la fuite en passant au-dessus d'une clôture accolée à la maison, qui présente des traces de sang. La caméra de surveillance d'un voisin a d'ailleurs filmé un véhicule, probablement celui du meurtrier, quittant le quartier en trombe, juste après les faits. Le mobile de cette agression éclair n'était apparemment pas sexuel. Reste donc la théorie d'un crime d'opportunité, commis par un tueur qui rôdait dans le coin à la recherche d'une victime, ou d'un meurtre perpétré par quelqu'un qui la connaissait. La brutalité de l'acte laisse penser que celui qui s'en est pris à Céleste lui en voulait personnellement, voire même qu'il savait précisément où aller pour la trouver. Oui, parce qu'un crime ou un tueur entre comme ça dans une chambre au hasard pour planter 20 coups de couteau à quelqu'un qu'il ne connaît pas, c'est peu probable. Je n'utilise pas le terme jamais parce qu'on est sur une planète où n'importe quoi peut se produire et je suis sûr qu'en cherchant un peu, il y a forcément un détraqué qui a déjà fait ça. Mais en l'occurrence, l'individu a agi avec précision et rapidité, comme s'il tenait absolument à la voir mourir. Néanmoins, il ne semble pas avoir réfléchi aux conséquences de ses actes. Dans le cas contraire, il aurait sûrement pensé à emporter l'arme du crime avec lui. Après l'arrivée de la police sur les lieux, une enquête est officiellement ouverte. Mais ceux qui en sont chargés ne doivent pas chercher très longtemps pour obtenir des réponses. Hadji a certes du mal à reprendre ses esprits, parce qu'elle est profondément secouée par ce qu'il vient de se produire. Mais quand on lui parle de scène de crime, elle réagit immédiatement. Dès qu'elle réalise qu'il s'agit d'un meurtre, elle fait une déclaration à la fois inattendue et on ne peut plus claire, s'écriant « Quoi ? Oh mon Dieu, il l'a tué !» Comme si elle connaissait déjà parfaitement l'identité du coupable. Et quand on sait ce qu'il se passait depuis plus d'1 an dans la vie de Céleste, il est effectivement facile d'en arriver à la même conclusion. Et surtout, de comprendre qu'il y a un suspect tout désigné. Céleste Manot, une jeune femme d'à peine 23 ans, a été tuée chez elle, dans sa chambre, dans la nuit du 16 novembre 2020. Cet endroit, dans lequel elle était censée être en sécurité, est devenu celui où elle a trouvé une mort des plus brutales. Une véritable exécution en fait. Les enquêteurs doivent mettre au plus vite le coupable derrière les barreaux. Heureusement, la mère de la victime, qui se trouvait dans la maison quand elle a été agressée, semble savoir qui l'a tuée. Retour au mois de juin 2019, quand Céleste, qui est chef d'équipe chez Serco, est chargée d'escorter un salarié à l'extérieur des locaux de l'entreprise. Cet homme de 35 ans, nommé Luey Nader Sako, vient d'être renvoyé du centre d'appel. Il doit donc quitter les bureaux sur le champ. Pas de droit du travail en Australie, tu dégages direct. Par chance, celui qui est désormais un ex-employé n'oppose aucune résistance. Céleste n'a eu que quelques brèves interactions professionnelles avec lui jusque-là. Mais la gentillesse étant l'un de ses principaux traits de caractère, elle est tout de même peinée. Luey vient de perdre son emploi sans l'avoir décidé. C'est une situation qui n'est évidente pour personne. Alors, sa supérieure lui tend la main, afin de lui sauter le meilleur pour la suite. L'ennui, c'est que l'ex-employé n'a pas la réaction à laquelle Céleste s'attendait. C'est même plutôt l'inverse. Il s'approche d'elle, puis dépose un baiser sur sa joue. Une réponse particulièrement déplacée, vu le contexte. La jeune femme est désagréablement surprise, mais aussi très gênée, de voir son espace personnel envahi par un homme qu'elle ne connaît pour ainsi dire pas du tout. Mais bon, elle laisse passer, puis ferme la porte, en se disant que de toute façon, Luey a été licencié. Ils ne sont donc pas supposés se revoir. Le soir qui suit cet étrange incident, Céleste, toujours mal à l'aise à cause de cela, en discute avec Hadji,
qui tourne cela à la dérision pour tenter de calmer sa fille. Sa mère lui répond qu'elle en fait sûrement trop, et que Luei n'est probablement qu'un homme maladroit, qui a eu un petit coup de cœur pour elle, sans qu'elle ne s'en aperçoive. Mais quelques jours après son renvoi, il fait autre chose qui prouve que c'était bien plus que cela. Et oui, pas de chance, Céleste est tombée sur le fou du village. Luei trouve le compte Instagram de Céleste, puis commence à lui envoyer des messages privés. Un nombre vraiment très important de messages. En voyant cela, la concernée lui répond immédiatement que, même si ses mots sont gentils, l'intérêt qu'il lui porte n'est pas réciproque. Elle l'envoie balader et elle est limpide dans ses réponses. Mais l'homme semble s'en moquer éperdument. De plus, si au départ, ses propos sont effectivement flatteurs, voire poétiques, les semaines passant, il perd totalement la raison. Il écrit à Céleste qu'il donnerait sa vie pour elle, prétendant être si amoureux d'elle qu'il peut à peine dormir, manger ou travailler. Il le dit lui-même, clairement. Ses sentiments sont si forts que cela en devient malsain. Rappelons qu'ils ne se connaissent pas, et qu'ils n'ont fait que se croiser, ou au mieux, échanger quelques mots au travail quand ils étaient collègues. Des bribes de discussions qui n'ont toujours concerné que le domaine professionnel, quand cela ne se cantonnait pas à de simples formules de politesse, comme bonjour ou au revoir. Ces dizaines de messages reçus représentent une nuisance quasi quotidienne pour Céleste. La jeune femme est la cible d'une attention aussi abusive qu'indésirable, qu'elle n'a jamais cherché ou voulu. Cela peut paraître fou, mais chaque jour, des gens font pareil sur les réseaux sociaux sans même avoir vu la personne qu'ils inondent de messages. C'est donc bien de harcèlement dont Céleste est victime. Mais une fois encore, elle tente d'opter pour la diplomatie. Elle demande poliment à Luei de respecter son choix et de la laisser tranquille, en lui précisant que ses écrits la mettent profondément mal à l'aise. Malheureusement, cela ne l'arrête pas. Il est évident qu'une personne saine d'esprit n'en serait de toute façon jamais arrivée là. Mais le fait qu'il soit capable de continuer, malgré un rejet aussi clair, est très peu rassurant. Lassée de subir tout cela, Céleste décide alors de l'ignorer complètement et de le bloquer. Seulement, à nouveau, Luei n'en reste pas là. Il crée un nouveau compte pour pouvoir écrire à son ex-collègue, devenu une obsession pour lui. Et cela se passe à chaque fois qu'elle tente de faire en sorte qu'il ne puisse plus la contacter. Parfois, moins d'une demi-heure après, il revient à la charge, caché derrière un autre profil. Céleste essaie de se distancer de ce harcèlement, en se disant que Luei va forcément se lasser à un moment donné. Mais elle finit par ne plus y parvenir. Adi, qui de son côté avait au départ dit à sa fille que ce n'était probablement rien, commence à s'inquiéter en voyant la tournure prise par la situation. Elle demande à Céleste d'être prudente, la voyant éprouvée par ce qu'elle vit, à cause d'un homme qui, en plus, habite dans les environs. Plusieurs mois après le début du problème, la jeune femme ressent une angoisse palpable à l'idée de recevoir un autre message de Luei. Elle craint aussi, tout comme ses proches, qu'il ne décide de venir physiquement à sa rencontre, notamment sur son lieu de travail dont il connaît l'adresse. C'est là-bas que Luei a fait la connaissance de Céleste, raison pour laquelle elle peine parfois à s'y sentir en sécurité. Elle en perd le sommeil et se confie à Chris à l'époque où ils ne sont encore que des amis, quelqu'un de bienveillant, qui voit, impuissant, une personne à laquelle il tient, plongée dans une véritable détresse psychologique qui impacte sa santé. En décembre 2019, Adi dit à Céleste qu'il est temps qu'elle prenne des mesures concrètes pour faire cesser le harcèlement dont elle est la victime depuis 6 mois. Le déclencheur ? Un énième message envoyé par Luei, dans lequel il lui dit qu'il a changé d'opinion à son sujet, et qu'il pense à présent qu'elle n'est pas différente de la majorité des femmes. Il précise également qu'il va se rappeler d'elle et de cette leçon, faire en sorte de prouver au monde qu'il est quelqu'un, et que ce sera leur dernier contact. Pour Adi, cela sonne comme une menace, et il n'est plus question pour Céleste d'attendre qu'il tienne parole sans rien faire, parce que pour elle, c'est clair, cela n'arrivera pas. Mère et fille se rendent au commissariat de Mernda, mais les officiers avec qui elles s'entretiennent prennent visiblement leur déclaration par-dessus la jambe. Céleste s'entend dire qu'elle doit juste ignorer son harceleur. Et quand elle répond que c'est déjà ce qu'elle fait depuis des mois, ses interlocuteurs répliquent d'une manière bien curieuse. Ils affirment que c'est ainsi que les réseaux sociaux fonctionnent actuellement. En d'autres termes, si elle ne veut pas subir cela, elle n'a qu'à s'en désinscrire. Les policiers maintiennent qu'en écrivant à Céleste, Luei n'a commis aucun crime.
Ils ne peuvent donc rien faire pour elle, peu importe ce qu'il lui dit et le nombre de messages qu'il lui envoie. Ce qui est fou, c'est que nous sommes autour de l'année 2020, pas en 2010, où les enjeux autour des réseaux sociaux étaient mal compris par les forces de l'ordre. Et surtout, une personne a fait la démarche de se présenter aux autorités. Cela mérite au moins de creuser un minimum. Mais non, ce jour-là, aucun officier ne demande le nom du harceleur mentionné. Et personne ne prend de notes sur ce qu'Adji et sa fille viennent de rapporter. Un comportement manquant cruellement de professionnalisme, qui ne reste d'ailleurs pas sans conséquences. On peut dire que l'année 2020 commence très mal pour Céleste, parce que dans les 6 mois qui suivent son signalement au commissariat, la situation ne fait qu'empirer. Et franchement, tout le monde le voit venir. Un homme de 35 ans harcèle une jeune femme de 23 ans, depuis 6 mois sans discontinuer. Et les autorités, pourtant supposées la protéger, s'en lavent les mains. Une totale inaction qui permet à l'individu de faire encore pire. Comme le pensait Adji, Luei n'a évidemment pas tenu parole après avoir dit qu'il arrêterait de contacter sa fille. Mais non content de continuer à la harceler par écrit, il franchit une nouvelle étape, parce qu'à plusieurs reprises, sa voiture est aperçue près de son ancien lieu de travail. Il n'est plus salarié de la société depuis un moment. Il n'a donc plus rien à faire dans le coin. Bien sûr que non. S'il est stationné là, c'est uniquement pour essayer de repérer Céleste, qu'il tente d'ailleurs de suivre jusque chez elle lorsqu'elle quitte le travail. Et à force de persistance, il y parvient. Ce qui signifie donc qu'il connaît à présent son adresse personnelle. Une perspective on ne peut plus inquiétante, notamment parce que le ton de ses messages a changé, et il n'a pas évolué en bien. Luei alterne à présent entre l'envoi de déclarations d'amour et de pavés à caractère sexuel. Céleste est régulièrement abreuvée de messages aussi vulgaires qu'insultants, dans lesquels l'homme lui explique ce qu'il aimerait lui faire, sans lui épargner aucun détail. Ses pulsions sont décrites avec froideur, et la perversion est à son apogée. Des mots qui font froid dans le dos, et s'ajoute un harcèlement qui n'est plus uniquement virtuel. Une situation ayant certes vraiment dégénéré ces 6 derniers mois, mais qui en juin 2020 dure depuis déjà une année entière. Une année durant laquelle Céleste a reçu près de 150 messages de la part de Luei. 150 messages, peut-être que vous vous dites que ce n'est pas beaucoup. Sauf que je vous rappelle que Céleste bloque immédiatement son harceleur quand il lui écrit. Il recrée donc un compte à chaque fois. 150 messages, c'est donc énorme dans ces conditions. C'est au cours de ce mois de juin que cette dernière décide de retourner au commissariat de Merda avec sa mère, en espérant que cette fois, elle sera prise au sérieux. Heureusement, cette seconde visite ne se passe pas comme la précédente, parce que les deux femmes tombent enfin sur un officier qui les écoute attentivement. En prenant connaissance de tout ce que Luei a déjà fait subir à Céleste, le policier est consterné d'apprendre qu'elle l'a déjà signalé, sans que personne n'ait rien fait pour l'aider. Il le dit lui-même. Certains membres des forces de l'ordre font mieux leur travail que d'autres. Cet homme fait sans conteste partie de ceux-là, parce qu'il conseille à Céleste de demander immédiatement une ordonnance restrictive à l'encontre de son harceleur, pour sa sécurité. Elle s'exécute et, à partir de ce moment-là, c'est le soulagement qui domine pour elle, puisque sa détresse a finalement été entendue. Des mesures sont très rapidement prises pour la protéger. Peu après, la police signifie à Luei qu'il n'a plus le droit d'entrer en contact avec la jeune femme de quelque façon que ce soit, ou de l'approcher, sous peine de sanctions pénales. Une sanction pénale, cela inclut potentiellement un emprisonnement. Et rien que cela, cela devrait dissuader. Adji, elle, garde cependant une réserve. Elle demande à Céleste de rester sur ses gardes, parce qu'il ne s'agit en réalité que d'un avertissement, dont son harceleur est libre de tenir compte ou pas. Cela dit, pendant les semaines qui suivent, Luei respecte la mesure dont il fait l'objet, et sa victime commence à reprendre une vie normale. Enfin, un quotidien qui n'est plus entaché de l'angoisse et de la peur que lui imposait ce harcèlement quasi constant. C'est d'ailleurs dans ces eaux-là qu'elle entame sa relation amoureuse avec Chris, qui, depuis le départ, lui a apporté un indéfectible soutien, quand elle craquait à cause de ce qu'elle traversait. Malheureusement, Céleste ne garde pas l'esprit libre très longtemps, parce qu'à peine un mois après l'entrée en vigueur de l'ordonnance restrictive, Luei reprend contact avec elle. Dans une lettre longue de 3 pages, envoyée par message sur Instagram,
il la supplie d'arrêter d'impacter négativement sa vie, ainsi que celle de sa mère malade, avec laquelle il vit. Il affirme qu'il n'est pas un criminel, et qu'il n'a même jamais voulu d'elle personnellement, seulement d'une personne pouvant l'aider à briser la solitude imposée par les confinements, via ce plaidoyer, dans lequel on peut trouver 43 fois le mot « s'il te plaît », Luey implore Céleste de retrouver la raison. Il lui demande de faire annuler les mesures prises à son encontre, qui n'ont, selon lui, aucun sens, pour qu'ils puissent tous les deux mettre ce qu'il s'est passé derrière eux et avancer, comme si de rien n'était. Le contenu de cette lettre prouve à lui seul que le harceleur n'a absolument pas conscience de la gravité de ses actes. Luey cherche au contraire à se dédouaner de ce qu'il a fait, en essayant de retourner la situation, de manière à se faire passer pour la victime. Mais si indésirable soit cet envoi au contenu pour le moins absurde, il a cependant une conséquence positive. Parce qu'en faisant cela, l'homme a violé l'ordonnance restrictive en cours. Céleste a donc tout loisir de le signaler à la police, qui inculpe immédiatement Luey pour harcèlement. À partir de là, il ne donne plus aucun signe de vie. La jeune femme et tout son entourage soufflent enfin, en se disant que les charges qui pèsent sur son harceleur lui ont probablement fait peur. Pour eux, ça y est, c'est terminé. Luey est dans l'attente de son procès et il va sûrement ficher la paix à Céleste. Il lui est à présent possible de mettre cette terrible histoire, longue de plus d'1 an, derrière elle. C'est en tout cas ce qui aurait dû se passer. Mais c'était sans compter sur le fait que, même s'il n'en montre plus rien, l'homme est toujours là à surveiller sa victime dans l'ombre. Et il va réapparaître de la plus horrible des façons. Luey Sacco doit passer au tribunal pour avoir harcelé Céleste Manot pendant plus d'1 an. Malheureusement, au moment où, convaincue que tout est terminé, elle reprend goût à la vie. L'homme lui rappelle que c'est faux, et d'une façon atroce. Ce qui met le feu aux poudres, c'est une publication Instagram datée du 15 novembre 2020. Celle de la fameuse photo sur laquelle on peut voir Chris et Céleste, très proches, au Fitzroy Rooftop Bar. La jeune femme poste ce cliché pour présenter son petit ami à ses amis et ses abonnés, en pensant qu'elle n'a plus rien à craindre. Mais si depuis plusieurs mois, Luey n'a pas contacté sa victime, cela ne veut en rien dire qu'il n'a pas gardé un œil sur elle, notamment sur son compte Instagram, qu'il scrute toujours obsessionnellement. L'homme connaît l'adresse de Céleste, parce qu'il l'a suivie. Mais à force de regarder ses photos en boucle, il sait également à quoi ressemble sa chambre. Selon certaines sources, il a même réussi à se procurer un plan de sa maison. Est-ce que vous imaginez ? Je répète, un plan de sa maison. Alors, quand le 15 novembre, Luey s'aperçoit qu'elle est à présent en couple avec un autre que lui, il voit rouge. Par jalousie, haine et désespoir, il décide de passer à l'acte quelques heures plus tard. Le 16 novembre, dans la nuit, vers 3h38, il prend la direction de la maison de Céleste. Il localise rapidement sa chambre, puis brise la fenêtre à coups de marteau. Luey se jette ensuite sur la jeune femme, qui dort dans son lit. Muni d'un couteau de cuisine, il la poignarde 23 fois, avant de prendre la fuite en laissant l'arme du crime sur place. Le tout en moins de 3 minutes. Adi, qui arrive juste après, ne peut que constater la mort de sa fille, tuée d'un coup de lame en plein cœur. À ce moment-là, Luey a déjà repris le volant. Mais contre toute attente, il ne cherche pas à se cacher ou à quitter le pays. Non. Il se dirige vers le commissariat le plus proche. Les officiers sur place ne sont encore au courant de rien quand l'homme entre dans le bâtiment. Il leur avoue avoir tué Céleste, avant de leur dire que s'il l'a fait, c'est uniquement de leur faute. Pour finir, il demande aux policiers, incrédules, de lui tirer dessus. Ils n'en font rien évidemment et l'homme de 35 ans est immédiatement placé en état d'arrestation. Le lien étant vite établi et sa culpabilité ne faisant pas l'ombre d'un doute dans la mort de Céleste. Néanmoins, s'il s'est rendu pour faire des aveux complets de suite après le meurtre, cela n'a visiblement rien d'un hasard. Et c'est apparemment la même chose concernant le fait qu'il ait laissé l'arme du crime sur place. Il y a une stratégie derrière tout ça. En effet, Luey semble avoir tout calculé en amont pour maximiser les chances qu'on le déclare pénalement irresponsable. Au cours des années suivantes, il simule des symptômes de psychose pendant des évaluations psychologiques destinées à déterminer s'il est apte à être jugé. Il dit à 3 psychiatres différents que c'est un être très laid, appelé Isha,
qui l'a poussé à tuer Céleste le 16 novembre 2020. Luey affirme que cette hallucination a réussi à le persuader qu'il était devenu un criminel et qu'il devait donc agir comme tel, en commettant un meurtre. Heureusement, ne dupe pas un médecin qui veut, encore moins 3 médecins. Et ces derniers comprennent vite que ce qu'il leur raconte n'est pas la vérité. Selon le docteur Rajan Darji, Luey souffre tout de même d'un grave trouble de la personnalité, d'un trouble dépressif majeur, ainsi que d'un trouble dysmorphique corporel. Néanmoins, si ces problèmes psychologiques sont des facteurs cruciaux qui l'ont poussé à tuer Céleste, il était bel et bien conscient de ce qu'il faisait à ce moment-là, ainsi que de la portée de ses actes, ce qui le rend mentalement apte à être jugé. Cet homme, d'origine irakienne, a émigré en Australie en 1992 et n'avait jamais eu de relation avant de tomber, soi-disant, profondément amoureux de Céleste. En février 2024, Luey plaide finalement coupable de meurtre avec préméditation et il se voit condamné à une peine d'emprisonnement d'une durée de 36 ans, avec une période de sûreté de 30 ans. Le meurtrier, emprisonné depuis 2020, pourra donc demander une libération conditionnelle dès 2050 à l'âge de 65 ans. Pour la juge Jane Dixon, même si les perspectives de réhabilitation de Luey sont limitées, il reste possible que ces troubles psychologiques puissent être traités au cours des décennies qu'il devra passer en prison. Un verdict loin d'être satisfaisant pour tous les proches de Céleste, qui espéraient une condamnation à perpétuité. Hadji doit vivre avec la culpabilité de ne pas avoir pu venir en aide à sa fille, qui a été tuée sous son toit, alors qu'elle était juste à côté. Tony Mano, le père de Céleste, ne l'avait vue qu'une fois en 8 mois avant sa mort, à cause des confinements. Quant à Chris, il pense toujours à l'avenir qu'il aurait pu avoir avec cette belle jeune femme qui le rendait si heureux. Un futur que Luey leur a volé à tous les deux le 16 novembre 2020. En hommage à celle qu'il aimait, il est allé contre son désintérêt pour les réseaux sociaux. Chris a publié plusieurs photos qu'il avait prises avec Céleste sur son compte Facebook, notamment celle capturée au Fitzroy Rooftop Bar, qui est toujours son avatar à l'heure où je tourne cette vidéo. Voici pour cette histoire vraiment poignante. Céleste a tout fait pour essayer de s'en sortir, mais visiblement, le destin s'est acharné contre elle. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez Instagram en commentaire. Si vous n'êtes toujours pas abonné et que vous voulez le faire, n'hésitez pas, c'est juste là, ça aide énormément. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à bientôt.